manifestement, plus le texte est concis, plus il est allusif, hein, plus il est implicitement référencié, hein, par l'allusion, par la demi-citation, parfois un mot. Hein. Écoutez les chansons de Brassens, vous allez avoir un récital extraordinaire de références historiques, philologiques et littéraires extraordinaires, et amusantes souvent en plus. C'est un bon exercice que je vous conseille. Hein. Lire Brassens, vous faire attention à son texte, ça fourmille. Hein. Et je pense que d'ailleurs, l'homme ordinaire, qui n'a pas beaucoup de culture, peut être charmé par sa voix, par sa musique ou quoi, mais il ne peut rien comprendre en profondeur de ce qu'il dit. Parce que presque tout est référence culturelle, presque tout est allusion. C'est un excellent exemple. Donc tout ça est difficile à comprendre, et on en voit la preuve dans la compréhension ou le commentaire des aphorismes, par exemple. La littérature des moralistes français, La Rochefoucauld, etc. C'est un bon exercice aussi. Donc, en face de ça, vous avez évidemment des vérités provisoires. Là, vous voyez l'apport extraordinaire de la pensée scientifique et des autorités relatives. Un vrai scientifique ne croit pas découvrir la vérité définitive, il croit tout simplement qu'il a fait faire un petit progrès à quelque chose qui est provisoire, qui sera amélioré. Ça, c'est vraiment l'esprit scientifique. C'est l'humilité fondamentale du scientifique par rapport au prêcheur qui vous donne, lui, la vérité une fois pour toutes et intangible. Cette mentalité amène la pensée archaïque à privilégier ce que j'appelle le monisme. Hein. Il y a une seule chose, un seul corps de doctrine, une seule vérité. Et donc, en même temps, la fermeture. Hein. Quand vous êtes convaincu qu'il n'y a qu'une chose, ben, tout le reste n'existe plus, vous vous fermez au reste du monde, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Ben, et en face, vous allez deviner ce que je vais mettre, ben, le pluralisme, la pluralité, hein, l'interculturalité, la dialectique aussi, n'est-ce pas, qui est, et l'ouverture, bien sûr, qui est extrêmement importante. Ça me rappelle une formule que j'avais toujours beaucoup admirée de Louis de Brouckère, donc qui a sa place à Bruxelles. Hein. Toujours considérer ce que l'adversaire possède lui aussi de part de vérité. Ça. Quelle tolérance, quelle possibilité de dialogue. Ça, c'est moderne, cette possibilité de dialogue. Je dis toujours qu'il faut apprendre à apprendre, mais je crois qu'il faut aussi apprendre à désapprendre d'abord. Il faut se débarrasser de toute une série de feuilles mortes, de gangs qui nous emprisonnent, et qu'on ne peut réellement apprendre, progresser, qu'en désapprenant d'abord toute une série de choses. Et ça nous explique aussi, d'autre part, combien cette évolution de la pensée se heurte à toute une série de résistances, évidemment, dont nous avons beaucoup de témoignages aujourd'hui, et dont je vous ai cité, pourquoi je vous ai cité La Fontaine, par exemple. La Fontaine qui, par ailleurs, revient sur le sujet, je crois qu'il dit encore quelque part, chacun tourne en réalité, tourner en réalité, donc, hein, autant qu'il peut, ses propres songes. Cette notion d'obstacle épistémologique, hein, a fait qu'un certain nombre de choses ont été très retardées. Je prends un exemple qui est extrêmement frappant. Il a fallu attendre Lavoisier à la fin du XVIIIe siècle pour savoir ce qu'était le feu, alors que depuis les âges préhistoriques, l'homme était
habitués à utiliser le feu. Hein. Et encore en plein XVIIIe siècle, hein, il y a la fameuse théorie du phlogistique. Hein, c'est-à-dire qu'on imagine que les produits qui brûlent, hein, sont des produits qui contiennent une espèce d'huile, si vous voulez, personne n'a jamais vue, mais on lui a donné un nom. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, Rousseau et tous les savants de l'époque, hein, croient au phlogistique. Donc, un objet brûle en proportion de la quantité de phlogistique qu'il contient. N'est-ce pas? Et ça conduit à toutes sortes d'imagination, etc. Je vous passe les détails, mais c'est un exemple frappant parce que voilà un phénomène extrêmement familier qui était occulté par des idées préconçues, et il a fallu simplement une petite pesée bien précise de Lavoisier pour montrer qu'au fond, hein, c'est une simple oxydation. Mais encore aujourd'hui, quand vous dites à un enfant, c'est la rouille et le feu, c'est la même chose. Ça ne va pas de soi. Hein, et ça montre à quel point les apparences peuvent, comment dirais-je, nous tromper, nous égarer sur toutes sortes de chemins. Autrement dit, et je reprends une formule de Bachelard, le réel n'est jamais ce qu'on pourrait croire, mais toujours ce qu'on aurait dû penser. Jamais ce qu'on pourrait croire, hein, les évidences, les habitudes, la projection anthropomorphique, etc. Mais on aurait dû penser que c'est là la difficulté, c'est là qu'il y a une aventure de l'esprit. Donc la pensée évoluée, la pensée moderne ou évoluée découvre que la réalité du monde ne correspond pas nécessairement à nos désirs. Hein, c'est la première chose qu'il faut avoir bien présent à l'esprit, les aspirations. Hein, personne ne désire mourir, mais on meurt. Hein. Certains rêvent d'immortalité, encore que ça doit être fort emmerdant, l'immortalité, mais enfin, hein, l'éternité, c'est difficile à vivre, me semble-t-il. Mais si on a un minimum de raison, on doit bien se rendre compte que c'est du rêve, qu'une théorie, quelle qu'elle soit, n'est pas là pour nous faire plaisir. Entre notre désir et notre plaisir d'une part, et les réalités de l'autre, eh bien, il faut avoir la maturité. C'est une question de maturité, d'être adulte, de ne pas être un enfant qui veut que les choses lui fassent plaisir tout le temps, ou qui ne peut pas ne pas résister à ce qu'il croit qui va lui faire plaisir. Même chose pour une idéologie, hein, une théorie, une idéologie. Comme je vous disais tout à l'heure que notre morale est à construire et qu'elle doit évoluer avec le temps et les circonstances. Une morale qui fut peut-être extrêmement intéressante il y a quelques siècles, peut être catastrophique aujourd'hui. Il n'y a pas de valeur intangible, c'est pas vrai ça. C'est pas? On nous sert parfois le décalogue comme le moral universel. Ça ne tient pas debout, hein, ça ne tient pas debout. Même le respect de la vie. Ouais. Vous voyez le respect de la vie, vous, autour de vous? Quand des enfants meurent de faim, quand l'exploitation de la nature détruit des peuplades entières, des cultures entières, etc. Quand on vous fusille si vous ne voulez pas prendre les armes. C'est ça le paradoxe. Respect de la vie. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit universel.